On connaissait l'artiste, la crise que traverse son pays, le Burundi, depuis le mois d'avril, a révélé la militante opposée à la politique conduite par Pierre Nkurunziza. Dans une lettre ouverte adressée à ses sœurs et frères africains, elle les alerte sur l'actuelle dérive ethnique qui n'est pas sans rappeler les violences qu'a connues le pays en 1962 et en 1993. Kadjadine, bonjour. Bonjour. Au secrétaire général de l'ONU qui s'est rendu cette semaine à Bujumbura, Pierre Nkurunziza a concédé la tenue d'un dialogue auquel ne pourraient pas participer les personnes engagées dans des actes de violence. Si la situation n'était pas aussi dramatique, cela prêterait à sourire, car Pierre Nkurunziza est le premier à avoir réprimé les manifestations. Est-ce que la tension peut baisser ? Pour moi, il ne s'est rien passé. Je pense que M. Ban Ki-moon a fait un voyage pour rien, parce qu'il a accepté, Nkurunziza a accepté le dialogue, mais c'est lui qui choisit avec qui il dialogue. Donc rien n'a changé, absolument rien. Il a dit la même chose que d'habitude. Oui, je veux bien le dialogue, pas avec celui-ci, pas avec le Sénarède, pas avec le... Enfin, c'est lui qui choisit. Donc pour moi, ça n'a pas évolué. Il n'y a rien qui a changé. Est-ce que l'arrivée de la délégation de 5 chefs d'État mandatée par l'Union africaine est un signe d'espoir, quand on sait malgré tout que la force qu'il proposait, que l'Union africaine avait proposée, a été refusée par Nkurunziza? C'est le dernier espoir. Pour moi, c'est notre dernier espoir. Et la force de 5000 hommes que l'Union africaine avait prévue, de gré ou de force. Tout au départ, Mme Zuma avait dit de gré ou de force. Mais au dernier sommet, elle s'est rétractée. Au dernier sommet, elle n'a même pas parlé. C'est le président Déby qui venait de prendre la présidence de l'Union africaine qui a décidé que quand même, il y avait un peu de décence. On va envoyer une haute délégation de chefs d'État de haut niveau pour essayer de convaincre Nkurunziza. Donc pour nous, c'est le dernier espoir. S'ils reviennent bredouille, parce qu'il faut quand même considérer que depuis le mois d'avril, les pays East African Community, les pays d'Afrique de l'Est, l'Union africaine, l'Union européenne, les Nations unies, les pays donateurs, tout le monde a essayé et tout le monde a échoué. Donc si cette délégation de ce niveau-là, parce que c'est quand même rare d'avoir 4 chefs d'État et un chef de gouvernement, donc un Premier ministre qui se déplace au chevet d'un si petit pays. Mais est-ce que toutes ces interventions ne sont-elles pas tardives? Parce qu'il s'est quand même écoulé 10 mois sans rien depuis le mois d'avril. Le sans rien, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'arrête pas de venir et de repartir bredouille. Mais ce que je ne comprends pas, c'est comment a-t-on laissé faire ça? Non, mais quel est le pouvoir de M. Nkurunziza? Pourquoi tant de douceur, je dirais presque? Parce que tout de même, il faut se rappeler qu'il y a à peu près 300 000 personnes qui sont réfugiées à l'extérieur. Il faut se rappeler que tous les opposants sont partis. Il faut se rappeler que les radios et les télévisions, les médias libres ont été brûlés. Les journalistes soit enfermés, soit en fuite. Il faut se rappeler que, la liste est très très longue. Et alors je ne comprends pas ce qu'on attend encore aujourd'hui de Nkurunziza. Nkurunziza ne veut ni les forces, ni... Et alors, il faut être cohérent aussi à un moment donné. Quand il dit que 99% du pays est au calme, que c'est la paix partout, est-ce que vraiment le monde entier se lèverait? Parce que moi, je ne suis informée que par vous ou par les Nations Unies ou les rapports des uns et des autres. Est-ce que vraiment il conclurait qu'il faudrait 5000 hommes? C'est énorme, une force de 5000 hommes. C'est gigantesque pour un si petit pays. Donc ça veut dire qu'ils considèrent que le danger est à la hauteur de cette force de 5000 hommes qu'ils veulent envoyer. Et à ce moment-là, ils vont s'arrêter. Le 12 décembre, 12-12-15, triste date, on a tué plus de 100 jeunes. On est venu les chercher, on ne les a pas tués, on les a massacrés. Qu'est-ce qui pourrait ramener Pierre Nkurunziza à la raison? Rien. Rien. Qu'est-ce que vous voulez qu'il ramène à la raison? Tout le monde est passé, Ban Ki-moon est passé avant-hier, il est rentré. On verra, nous verrons demain. Alors cette violence, dites-vous dans la lettre ouverte que vous avez adressée aux Africains, vous rappelle les violences qu'a connues le Burundi dans les années 62, des violences ethniques. Est-ce qu'il y a une dérive aujourd'hui? 62, c'est l'indépendance. Mais depuis que je suis née en 59, moi, je n'ai pas de souvenir autre que des guerres, pas tout le temps, ethniques. Mais cette fois-ci, c'est très différent. Ils ont essayé, Nkurunziza et les siens ont essayé d'amener les Burundais, de les ramener aux guerres ethniques, à cette
à ces violences ethniques. Ils ont refusé. Jusque maintenant, les jeunes qu'on tue, les exilés, d'ailleurs les exilés, c'est le deuxième comment on appelle ça, vice-président de la République, c'est le président de l'Assemblée nationale, bon, c'est tous des hommes de son parti. Oui, donc des cadres de haut rang et de son parti. Donc ils sont dehors. Qui étaient opposés au troisième mandat, il faut le rappeler. Qui lui ont écrit une lettre, qui lui ont demandé de ne pas se présenter et d'attendre. Parce que finalement, cet homme, il est très jeune, il a 51 ans. C'est-à-dire que dans 5 ans, il aura mon âge. Donc il peut revenir dans 5 ans. Et je vous jure, les peuples, ils oublient vite, ils seront ravis de le voir, ils seront contents de le revoir. Et donc je lui ai dit tout ça, via la télévision quand même, courageusement. Et ce monsieur, il n'entendra pas. Et puis, je pense, de toute façon, il est déjà allé trop loin. Comment voulez-vous Ok, il y a la réconciliation, ok, tout ça est important. Mais les accords d'Arusha, qui ont été signés sous l'égide de Mandela, de Nyerere. Moi, je sais, j'ai rencontré Mandela qui m'a dit, personnellement, il m'a dit, ça a été difficile, il y a eu des frustrations, mais ensemble, nous y sommes arrivés. Et le Burundi, le peuple burundais. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer que ces accords étaient un échec, au vu du résultat? J'ai beaucoup de mal, je vous assure, parce que je ne suis pas juriste, malheureusement, j'ai beaucoup de mal à penser qu'ils ont été négligents sur ce point précis des mandats présidentiels qui détruisent l'Afrique, en fait, qui nous empêchent de nous développer. Parce que c'est le problème principal, le mandat présidentiel au Burundi, oui, mais en Afrique en général. Et nous y sommes là. Parce que, je suis désolée, mais combien de chefs d'État sont au pouvoir depuis plus de 25 ans? Et vous imaginez. Mais ceux qui n'ont pas réussi à faire en 25 ans, ils vont le faire maintenant? Moi, je voyage en Afrique en voiture et en totale autonomie, en ne passant même pas par les grandes villes, juste dans les villages. Et je peux vous dire que je ne vois pas ce qui s'est passé de bien en 50 ans pour le peuple africain. En 56 ans d'indépendance. Oui, enfin, 50 ans, j'arrondis. Je ne vois pas. Alors, les hôpitaux, je termine. Les hôpitaux, ce sont ceux qu'on nous a laissés à l'indépendance, ils sont décrépits. Les écoles, c'est pareil. Les nouvelles écoles ne sont pas équipées. Et je ne vois pas pourquoi ils veulent rester, pour faire quoi de mieux. Et alors, surtout que ces mandats présidentiels, c'est eux qui génèrent cette énorme corruption que M. Djané de la Fondation Mo Ibrahim dénonce, a déclaré. Plus de 100 milliards, ça c'était pas aujourd'hui, c'était il y a 2-3 ans, plus de 100 milliards de dollars quittent l'Afrique pour on ne sait où, par le mécanisme de la corruption, 100 milliards de dollars. Et qui peut prétendre qu'il ne les a pas vus passer? Enfin, moi, je ne savais pas que c'était si petit, quoi, 100 milliards, finalement. Et personne ne les voit passer, je ne peux pas le croire. Et c'est ça qui fait que nous sommes dans cette situation-là. Alors, Pierre Nkurunziza accuse malgré tout le Burundi, le Rwanda, de vouloir déstabiliser le Burundi. Est-ce que vous y croyez? En avril, le Rwanda, il n'était pas là. Quand il a décidé de briquer un troisième mandat, le Rwanda n'était pas là. Moi, ce qui me ferait plaisir, c'est qu'il travaille aussi bien c'est que le Burundi ressemble au Rwanda. Ça me ferait plaisir. Et ça s'est fait en 10 ans. Donc, en même temps, les 10 ans, il aurait pu le faire. Qu'est-ce qu'il a fait en 10 ans? Au Rwanda s'est posé également la question du mandat de Paul Kagame. Oui, vous voyez comme chacun règle ça à sa manière. Chacun règle ça à sa manière. Mais je ne sais pas comment s'est passée cette pétition de 2 millions de voix, je pense, qui réclamait que Kagame se représente. Mais il y a aussi un rapport du PNUD qui dit que le Rwanda est le pays qui a fait le plus de progrès dans le monde ces 25 dernières années. Moi, j'aurais un président comme ça, je le garde. Je le garde. C'est à ce moment-là que ça se complique pour moi, les mandats. Mais je le garde. Parce que moi, je rêverais qu'on parle de toute l'Afrique comme ça, qu'on dise que l'Afrique a fait le continent qui a fait le plus de progrès au monde en 25 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on ne peut pas comparer les situations. Aujourd'hui, j'ai entendu... Bon, je m'excuse de passer à autre chose, mais quand j'entends que M. Compaoré est devenu ivoirien, les bras m'en tombent. Quelqu'un m'a dit, tu as le courage de dire ces choses-là. Ce n'est pas du courage, c'est de la tristesse. Je suis désespérée. Parce que moi, M. Ouattara et M. Macky Sall, pour moi, c'était la nouvelle Afrique, quoi, celle qui va nous amener... la nouvelle classe dirigeante. Oui, celle qui... Non, là, M. Macky Sall, qui tout à coup découvre qu'il ne peut pas ramener son mandat à 5 ans. Mais je n'en crois pas un mot. Personne ne peut croire une chose pareille. Et si
Et s'il ne le savait pas, c'est grave. Parce que c'est un chef d'État, il doit savoir ces choses-là. Et il a été élu, vraiment, c'était un des points essentiels. Il a été élu sur une constitution pour un mandat de 7 ans. Hein. Oui, mais il a été élu. Les électeurs ont beaucoup apprécié ce nouveau président qui arrive, qui en début de mandat disent avant même d'être élu. Ce sont des propos de campagne. Ce sont des propos, oui, c'est sûr que ce sont des propos de campagne et que les peuples ne font qu'espérer encore qu'un jour quelqu'un viendra et tiendra sa promesse. Mais c'est une nouvelle trahison. Et puis moi, ça me fait peur parce que je me dis, mais alors ça ne changera jamais. Mais mon espoir, j'ai quand même de l'espoir. Vous tremblez toujours pour les enfants du Burundi? Plus que jamais, je reçois tous les matins des images abominables. Moi, j'en dors plus la nuit. Vous avez des images de jeunes ligotés dans le dos, tout à fait enflés. Vous avez des cadavres avec des cœurs arrachés. Mais vous imaginez, quelle barbarie. Quelqu'un qui est déjà mort, on lui arrache encore le cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais j'attends maintenant de voir ce qui va se passer avec les chefs d'État. Et s'il ne se passe rien, ça veut dire que les Burundais doivent se débrouiller tout seuls. Et alors, ça veut dire qu'on est parti pour une guerre civile. Kate-Janine, un dernier mot avant de terminer cet entretien. Vous avez pris votre retraite, entre guillemets, au Mali, à Ségou, qui est en plein cœur de l'ancien royaume Bambara. Parlez-moi de cette retraite malienne. Ça se ramène toujours à l'Afrique, en réalité. Parce que je me suis dit, ça fait 56 ans, vous dites, que nous attendons que les choses changent, que nous attendons que la tête de la pyramide, que le sommet de la pyramide nous amène la prospérité. Eh bien, ce n'est pas venu. Et je me suis dit, alors par en bas peut-être. Et je suis allée dans les villages. Je suis tout le temps dans les villages pour voir comment ça marche, pour essayer d'apprendre, de comprendre et de monter des mini-projets, mais alors vraiment très modestes. Avec les femmes et les enfants. Beaucoup avec les femmes. Beaucoup l'école, évidemment, parce que beaucoup l'eau aussi, l'eau potable, c'est-à-dire les forages. L'accès à l'eau, oui. Les forages, parce que c'est l'eau, puis l'école, puis évidemment les mamans, parce que tant qu'on ne libère pas la mère, on n'atteindra jamais l'enfant. Si on veut que nos petites aillent à l'école, il faut que la maman n'en ait pas besoin. Donc pour qu'elle n'en ait pas besoin, il faut sauver du temps. Alors dans mon village, j'ai sauvé du temps en amenant un deuxième forage, donc ça fait gagner du temps pour puiser l'eau. En amenant un moulin à 1000, ça fait gagner du temps pour moudre la farine. Et toutes des petites choses comme ça qui libèrent le temps de la maman pour qu'elle-même libère le temps de l'enfant. Et là, il y a beaucoup d'enfants qui vont à l'école maintenant. Mais de nouveau, là, on a un problème avec ces écoles gratuites, pas équipées. Bref, il y a une école quand même. Bonne chance. Merci infiniment.